En à peine 60 jours après l'arrivée du secrétaire Kennedy, on a assisté à une réinitialisation complète d'une agence fédérale. Pour moi, c'est tout simplement sans précédent. Et je pense que ça va devenir l'une des approches les plus marquantes en matière de santé publique et d'économie de la santé aux États-Unis. David Mansdorfer a été secrétaire adjoint au ministère de la Santé durant la première administration Trump. Il est désormais stratège en chef de Alliance médicale indépendante, l'AMI, et se décrit lui-même comme le trait d'union entre les mouvements MAGA et MAHA. Ce combat, nous ne l'avons pas encore gagné. On vient tout juste de le commencer. Et en face, on a des forces industrielles puissantes qui vont tout faire pour freiner les bonnes idées politiques du secrétaire Kennedy et du président Trump. Quelles réformes ont déjà été lancées depuis que le secrétaire Kennedy a pris les rênes du ministère de la Santé, le HHS, et des services sociaux? Quelles oppositions a-t-il dû affronter jusqu'ici? Et au-delà de ça, est-ce que l'administration arrivera à réconcilier, voire à fusionner, les agendas parfois divergents des mouvements MAGA et MAHA? Même quand on avance en terrain inconnu, il vaut toujours mieux avoir un leadership prêt à prendre des mesures audacieuses, plutôt que de continuer à entraîner les Américains sur la voie de résultats de santé médiocres. Voici American Thought Leaders, je suis Yann Yekelek. David Mansdorfer, c'est un réel plaisir de vous recevoir dans American Thought Leaders. Merci. Au sein du HHS, beaucoup parlent d'une opportunité historique, peut-être même d'une chance qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Bobby Kennedy Jr. a été nommé secrétaire et plusieurs autres figures qu'on pourrait qualifier de disrupteurs ont rejoint les sous-agences. D'après vous, en quoi consiste exactement cette opportunité et pourquoi est-elle aussi rare? Le secrétaire Kennedy est arrivé avec une vraie dynamique, en phase avec l'agenda du président Trump. On se retrouve donc avec un disrupteur en chef et un disrupteur dans le domaine de la santé. Et ce que ça a déjà permis de faire est remarquable. En à peine 60 jours, un organisme fédéral a été complètement réorganisé. C'est du jamais vu selon moi. Et je pense que ça va devenir l'une des initiatives les plus marquantes en matière de santé publique et d'économie de la santé aux États-Unis. Donnez-moi une idée de l'ampleur de cette agence, une réorganisation complète. À quoi ça ressemble concrètement? Quand j'étais au HHS pendant le premier mandat de Trump, l'agence comptait environ 80 000 employés à temps plein, ainsi que 150 000 contractuels qui soutenaient sa mission. C'est immense. Le HHS couvre littéralement tout le spectre de la santé. On connaît tous les grands noms, mais pour donner quelques repères, vous avez le NIH, qui se concentre sur la recherche médicale et qui travaille en lien étroit avec le Congrès sur des maladies précises. Il y a le CDC, chargé de la surveillance sanitaire et, dans une certaine mesure, de la santé mondiale. Ensuite, la FDA, qui s'occupe de l'approbation des médicaments et des produits de santé mis sur le marché. Et puis, vous avez tout le volet des payeurs, Medicare et Medicaid. Medicare, c'est pour les plus de 65 ans, Medicaid pour les personnes en situation de pauvreté. C'est le poste de dépense le plus important du gouvernement fédéral. Je n'ai pas les chiffres exacts actuels, mais à l'époque où j'y étais, on parlait d'environ 3 000 milliards de dollars par an, et ce chiffre a encore explosé sous l'administration Biden. Aujourd'hui, avec les réformes mises en place, on est en train d'opérer un vrai retour au niveau de 2019. Qu'entendez-vous exactement par réinitialisation? Cette réinitialisation s'est faite en deux volets. D'un côté, une refonte de la santé publique, de l'autre, une réorganisation des opérations internes de l'agence. Sur le plan de la santé publique, ils ont réorganisé certaines divisions clés du HHS, comme l'Agence des services de santé mentale et de traitement des toxicomanies et l'Agence des ressources et services de santé. Ensuite, ils ont fusionné tout cela, y compris mon ancien bureau, le bureau du secrétaire adjoint à la santé, pour créer un nouveau département, l'Agence pour une Amérique en bonne santé. Et ce nouveau département va avoir un impact bien plus visible sur la santé publique, puisqu'il regroupe des ressources qui, jusque-là, étaient dispersées et travaillées en silos.
Maintenant, tout est aligné dans une même direction et ça, c'est vraiment enthousiasmant. En parallèle, il y a aussi eu une réorganisation opérationnelle majeure. On entend souvent parler de la fraude à Medicare ou des missions de contrôle du HHS. Que ce soit pour les droits civils, la protection des données de santé ou la régulation des systèmes de paiement, c'est à qu'ils soient trop généreux ou pas assez. Là-dessus, ils ont mis en place un nouveau système de supervision bien plus efficace. Avant, il y avait 3 personnes distinctes chargées de ces contrôles. Désormais, une seule personne coordonne l'ensemble. Et ça va nettement renforcer la capacité de l'agence à protéger les ressources des contribuables. Prenons cet exemple du budget annuel de 1 300 milliards de dollars. Pouvez-vous nous donner une idée générale de la façon dont cet argent est réparti? La plus grosse part de ce budget va au CMS, c'est-à-dire les centres pour les services Medicare et Medicaid. En gros, c'est le système de paiement fédéral. Medicare couvre principalement les personnes âgées et Medicaid est géré au niveau des États pour les populations à faible revenu. C'est là que se concentre la majorité des dépenses. Ensuite, une part importante va au NIH qui distribue des subventions à des universités, des hôpitaux ou des organismes locaux pour financer la recherche sur différentes maladies. Et d'ailleurs, il y a en ce moment une restructuration importante au sein du NIH. L'idée, c'est de réaligner les types de projets financés sur les priorités du secrétaire Kennedy et du président Trump. On voit déjà les premiers signes de changement. Une autre enveloppe significative concerne l'Agence des ressources et services de santé qui finance les centres de santé locaux. Ce sont des structures qui offrent des soins directs dans les zones défavorisées. Et puis, il y a d'autres fonds, notamment ceux des CDC, comme on l'a vu durant le Covid. Ils servent notamment à surveiller les maladies infectieuses. Bref, le HHS couvre un spectre très large, mais ce qui est vraiment intéressant avec la réorganisation actuelle, c'est qu'elle permet de regrouper des divisions qui, jusqu'ici, travaillaient chacune de leur côté sur des sujets pourtant proches, et de les faire enfin collaborer. Et ça, à terme, c'est une vraie avancée pour le contribuable. Est-ce que cela facilite la mise en œuvre de la vision du secrétaire Kennedy? Oui, le HHS est structuré avec un secrétaire à sa tête, puis des directeurs de division ou secrétaires adjoints. Par exemple, on a vu récemment le docteur Bhattacharya nommé au NIH ou encore le docteur Oz à l'Agence fédérale du département américain de la santé et des services sociaux. En dessous, il y a environ 180 à 200 personnes nommées politiquement qui viennent soutenir les responsables à différents niveaux. Ce que permet la réorganisation actuelle, c'est justement de placer des profils choisis à la tête de divisions clés qui ne parlent pas forcément au grand public, mais qui jouent un rôle crucial dans l'économie de la santé aux États-Unis. En réorganisant ces structures, le secrétaire a en quelque sorte reconfiguré toute la bureaucratie de carrière de l'agence. Quand je parle de bureaucratie de carrière, je parle de ces dizaines de milliers de fonctionnaires passés de 80 à aujourd'hui 62 000 qui restent en poste, peu importe qui est président. À l'inverse, les nominations politiques sont temporaires, liées à l'administration en place. Or, avec cette réinitialisation, on a aujourd'hui l'opportunité de nommer une nouvelle génération de responsables dans les divisions fraîchement restructurées. Des personnes en phase avec la vision du président et du secrétaire. Et ces dirigeants-là, parce qu'ils sont issus de la fonction publique, pourront potentiellement rester en place au-delà de ce seul mandat. De façon générale, en quoi cette nouvelle feuille de route diffère-t-elle de la précédente? Quand le président Trump est arrivé au pouvoir en 2017, l'un de ses grands objectifs, c'était l'abrogation et le remplacement de l'Affordable Care Act. C'était vraiment une priorité majeure. Bien sûr, ça n'a pas abouti à l'époque, mais on a dû composer avec toute la dynamique politique autour de cette loi, qui portait surtout sur l'économie de la santé, les assurances, l'accès aux soins, les résultats pour les patients.
Cette fois, on entre dans une toute nouvelle phase, une nouvelle ère de la santé publique, et c'est un domaine que les républicains, historiquement, ont assez peu investi. Jusqu'ici, les conservateurs s'étaient surtout concentrés sur les enjeux de financement, sur les systèmes de paiement, les hôpitaux, la santé en milieu rural, des sujets très importants qu'on connaît bien, qu'on aime traiter. Mais aujourd'hui, on élargit le champ. On commence à parler de choses comme les vaccins à ARN-M, les colorants alimentaires, les produits chimiques dans notre alimentation, les facteurs environnementaux. Ce sont des thèmes qui, traditionnellement, ne figuraient pas dans le programme conservateur. Mais on a aujourd'hui un disrupteur en chef à la tête de l'État et un autre dans le domaine de la santé publique. Ensemble, ils amorcent un vrai tournant historique pour passer d'un système où l'on dépense énormément d'argent public pour des résultats souvent médiocres, à un modèle plus efficace, avec des dépenses mieux ciblées et de vrais progrès en matière de santé publique. Comment aviez-vous été nommé à ce poste de secrétaire adjoint? Quelles étaient les qualifications requises? J'ai eu la chance d'être appelé très tôt au sein de la première administration en tant que généraliste. Mon tout premier poste au département, c'était celui de directeur des conseils et commissions. Ça peut sembler anecdotique jusqu'à ce qu'on réalise qu'il existe plus de 280 comités consultatifs au sein de l'agence. Parmi eux, certains sont assez connus du grand public, comme le Conseil présidentiel sur la condition physique et le sport, ou encore le Conseil présidentiel consultatif sur le VIH-Sida. Mais chacun de ces conseils joue un rôle dans l'élaboration des politiques de l'agence. Et si les membres ne sont pas en phase avec les priorités du secrétaire ou du président, ça crée des blocages. J'ai donc eu droit à une vraie formation accélérée sur toute la structure du HHS, en passant ces comités en revue au nom du secrétaire et dans une certaine mesure du président. Mon profil était plutôt orienté opérationnel. Beaucoup de gens nommés à ces postes sont d'excellents médecins, très pointus sur certaines pathologies ou aspects cliniques. Moi, je savais surtout comment faire avancer concrètement un projet, comment passer du point A au point B, comment faire aboutir un contrat. Et le fait de pouvoir travailler directement avec des responsables politiques très brillants, ça m'a donné l'occasion de traduire leurs grandes priorités en actions concrètes. Ça allait de l'éradication du VIH à la lutte contre le fentanyl et les opioïdes, en passant par la toute première réorganisation du département, un processus auquel j'ai contribué. En tant que nommé politique, on vous confie souvent des missions selon les besoins. Avec mon profil opérationnel, j'ai pu négocier les conventions collectives du HHS, réorganiser les bureaux régionaux, restructurer certaines fonctions de santé publique, et j'ai eu la chance de travailler avec des responsables de très haut niveau sur des priorités présidentielles majeures comme la Convention du suicide chez les anciens combattants. C'était un sujet crucial durant le premier mandat et ça le sera à nouveau dans le second. En résumé, j'ai pu jouer un rôle de véritable couteau suisse sur de nombreux programmes du HHS. Comment en êtes-vous venu à devenir un homme d'opération? J'ai eu la chance de travailler au fil des années à peu près à tous les niveaux du gouvernement. J'ai commencé dans le comté d'Orange, en Californie, où je travaillais pour un superviseur de comté, John Morlack, quelqu'un dont j'ai énormément appris. Quand il a ensuite été élu au Sénat de l'État de Californie, j'ai pu voir de l'intérieur comment fonctionnait à la fois le gouvernement local et celui de l'État. Et puis, grâce à certains contacts dans son bureau, la moitié de notre équipe a été appelée à Washington pour rejoindre l'administration Trump. Ça m'a donné l'opportunité de découvrir aussi le fonctionnement du gouvernement fédéral et de constater que tous les problèmes qu'on rencontrait à l'échelle locale ou étatique existaient aussi, parfois en pire, à Washington. Ce parcours m'a offert une vision très concrète des rouages de l'action publique et surtout une compréhension fine des problèmes opérationnels, tout en gardant à l'esprit les grandes orientations politiques. D'une manière générale, une organisation comme le HHS repose surtout sur des fonctionnaires de carrière. Mais est-ce que le problème vient justement de là?
du fait qu'ils ont parfois leur propre vision de ce que l'agence devrait faire, une vision qui peut entrer en conflit avec celle de l'exécutif en place. Yes. So, before Elon took over Twitter. Oui, avant qu'Elon Musk ne rachète Twitter, ce n'était pas évident d'expliquer ce que représente concrètement un changement d'administration présidentielle. Mais maintenant, on a un exemple très parlant. Il est arrivé avec un évier à la main devant les bureaux, littéralement. Imaginez une organisation qui ne vous connaît pas, qui ne partage pas vos idées, et tout à coup, c'est vous qui prenez les commandes. C'est un peu comme si on renvoyait en une journée les 180 dirigeants d'une entreprise de fortune 500 pour les remplacer par 180 nouveaux qui débarquent en disant « On n'est pas d'accord avec la direction précédente, on va tout changer ». C'est exactement ce genre de dynamique à laquelle on est confronté. Et puis, il y a la dimension culturelle. Si vous faisiez un sondage politique au sein de l'agence, vous verriez que 80 à 90% du personnel s'identifie plutôt comme démocrate. Très peu sont proches des républicains. C'est aussi le reflet de Washington, D.C., où les électeurs votent à 85% pour les démocrates. Et ce sont ces gens-là qui font tourner les agences. Donc, dès qu'on met un pied dans l'institution, on entre aussi dans une forme de bataille idéologique. Cela dit, il y a aussi d'excellents fonctionnaires de carrière au HHS. Certains m'ont même soufflé mes meilleures idées, mais comme leur façon de penser est minoritaire dans l'agence, ils n'ont jamais eu l'espace pour vraiment peser. Je ne dis pas que tout est à jeter. Il y a des services qui fonctionnent très bien avec des gens compétents. Mais ces talents sont souvent mis à l'écart, surtout quand les démocrates sont au pouvoir. The spoils system, which is basically what you've been describing here. I always thought it was sort of Le système des dépouilles, c'est un effet secondaire du jeu politique et en réalité un mécanisme intentionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Les élections ont des conséquences, c'est évident. Si on regarde l'évolution idéologique de ces 20 ou 25 dernières années, on constate un vrai changement. Pendant longtemps, même si les présidents appartenaient à des partis différents, ils restaient relativement proches sur le plan idéologique. Prenez Bush et Clinton. Il y avait des différences de politique, bien sûr, mais elles n'étaient pas aussi tranchées que ce qu'on a vu par la suite entre Obama et Trump, puis Biden, et Trump à nouveau. Le contraste idéologique dans chaque scrutin présidentiel est désormais bien plus marqué. Et dans une agence comme le HHS, ça se traduit par des revirements radicaux sur des sujets fondamentaux. Le droit à la vie, la définition du genre, qui est une question centrale pour le HHS, ou encore la manière dont on conçoit le système de santé. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que les pères fondateurs n'auraient pas anticipé, mais on est clairement passé d'une époque où, malgré les désaccords, on partageait 60 à 70% d'un solde commun, à une situation où les visions du gouvernement peuvent différer à 80 ou 90%. Pour moi, c'est justement dans ce contexte qu'il est essentiel de défendre la diversité de pensée et de faire entrer des personnes avec de nouvelles perspectives pour structurer un gouvernement qui a tendance à fonctionner comme sur pilote automatique. Avant l'administration Obama, chaque agence recevait son budget. Plus de 3%, c'était la routine. Puis est arrivé l'Affordable Care Act qui a marqué une rupture en élargissant considérablement les dépenses de santé. Ensuite, Trump a tenté de rationaliser tout ça en apportant des gains d'efficacité et avec Biden, les dépenses ont de nouveau explosé. Ce qu'on voit aujourd'hui avec cette réinitialisation, c'est en fait quelque chose qui serait perçu comme normal dans n'importe quelle entreprise privée. C'est un point que j'aime souligner puisqu'on traite différemment les employés du secteur public par rapport au secteur privé. On parle du service public comme d'une noble vocation, et ça l'est. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais justement les traiter comme des entreprises dans certains cas en vue de les réinitialiser, de s'assurer qu'elles soient en phase avec l'agenda du président et qu'elles apportent de meilleurs résultats en matière de santé publique. Franchement, comment peut-on défendre un système aussi lourd avec plus de 80 000 fonctionnaires, 150 000 contractuels, des milliers de milliards de dollars investis pour des résultats de santé catastrophiques? Personnellement, je ne peux pas soutenir ça.
Et je suis très curieux de voir comment les démocrates vont tenter de justifier ce statu quo dans les mois qui viennent. I can't make that argument. I'm really interested to see how the Democrats are going to try and make that argument over the next coming months. In Trump 1.0, as you call it, most people weren't aware of... Lors du premier mandat de Trump, la plupart des gens ne savaient même pas qu'un mouvement comme celui du MAHA existait. Beaucoup de ceux qui en font partie ont une approche de la santé très différente du modèle allopathique traditionnel. À première vue, ce n'est pas forcément évident que les mouvements MAGA et MAHA puissent avoir un terrain d'entente et pourtant ils partagent certains intérêts communs. So it's interesting because I've had the pleasure of getting to know folks in this second round. J'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs personnes impliquées dans ce second mandat, que ce soit en travaillant sur la transition ou simplement en discutant avec elles de ce à quoi s'attendre une fois au ministère de la Santé. En tant qu'homme d'opération, je ne suis pas là pour dire quelle politique il faut adopter, mais je peux dire faites attention à tel ou tel point si vous voulez pouvoir agir. Ce qui m'a frappé, c'est l'incroyable synergie entre ceux qui étaient déjà là lors de la première administration et l'équipe MAHA qui arrive aujourd'hui. Et pour moi, c'est exactement ce qu'il faut. Un mélange entre le pragmatisme de ceux qui connaissent les rouages et les obstacles avec l'idéalisme de ceux qui débarquent pour la première fois, qui voient là une opportunité unique de faire bouger les choses. On parle de deux courants, c'est vrai, mais ensemble ils sont bien plus puissants que s'ils avançaient chacun de leur côté. Je pourrais vous parler en détail des dynamiques de gestion interne, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le bureau du secrétaire est entre de très bonnes mains. Il y a un vrai leadership, à commencer par Heather Flick, ancienne conseillère juridique principale et secrétaire adjointe à l'administration, qui est aujourd'hui chef de cabinet de Kennedy et toute l'équipe qui arrive avec la confiance du secrétaire et des liens solides avec lui. Bien sûr, comme dans toute l'administration, il y aura des accros, mais ce qui a été accompli en 60 jours, une réorganisation totale du plus grand département fédéral, c'est tout simplement sans précédent. Et on ne peut pas me dire que la synergie en interne ne fonctionne pas, parce qu'un tel exploit n'est tout simplement pas possible dans un laps de temps aussi court. Because there's no way they would have been able to pull that off in that amount of time. No, 100%, right? Mais ce n'était pas forcément donné d'avance que les choses se passeraient ainsi. Ça l'était pour vous? Is it obvious to you? No, I mean, yeah. because they're actually different agendas. Non, pas du tout, parce qu'en réalité, on parle de deux programmes différents. L'agenda MAGA et l'agenda MAHA ne sont pas toujours alignés sur plein de sujets. MAGA version Trump 1.0 est surtout centré sur l'économie de la santé, les coûts, le financement, l'accès. MAHA, de son côté, est bien plus axé sur la santé publique. Et à mes yeux, les deux sont complémentaires. Tant que chacun reste dans son domaine sans empiéter sur celui de l'autre, ils ont toutes les chances de réussir ensemble. L'équipe MAHA regarde les indicateurs de santé publique, l'alimentation des enfants dès le plus jeune âge, l'obésité, le diabète, les maladies chroniques. Ce sont des enjeux de société, pas juste médicaux. De son côté, l'approche MAGA pose d'autres questions. Pourquoi paye-t-on aussi cher pour des résultats aussi mauvais? Comment mieux organiser tout ça? Le secrétaire Kennedy, lui, va adopter une approche très axée sur la prévention. Et c'est logique, prévenir, ça coûte moins cher que guérir. Si on évite que les gens tombent malades, on réduit les dépenses Medicare et Medicaid sur le long terme. En parallèle, l'équipe Trump 1.0 se concentre sur l'accès aux soins en zone rurale, la santé mentale, les addictions. Pour moi, il y a une vraie complémentarité. Le plus important, c'est de faire en sorte que ces deux univers travaillent ensemble. Et jusqu'ici, ça a plutôt bien fonctionné. Je veux dire, réorganiser un département de cette taille en à peine 2 mois, c'est un exploit. Et soyons honnêtes, ils n'auront sans doute jamais la reconnaissance qu'ils méritent pour ça. Mais ce n'est que le début. Si tout se passe comme prévu, d'ici la fin de ce mandat, on devrait avoir des résultats concrets sur plusieurs fronts. L'addiction, la santé mentale, l'obésité, ce sont, d'après ce que je comprends, les piliers du programme à venir. You're aware of that process, and that it almost actually didn't happen, right? Vous avez eu connaissance de ce processus et il a failli ne jamais aboutir.
Que s'est-il réellement passé en coulisses dans ces agences? Oui, les recommandations nutritionnelles relèvent du HHS. Le bureau qui s'en occupe, c'est le Bureau de la prévention des maladies et de la promotion de la santé. Il travaille en partenariat avec le ministère de l'Agriculture pour revoir ses recommandations tous les 4 ou 5 ans, si je ne me trompe pas. Et ce qui se passe à chaque transition entre deux administrations, c'est assez classique. Quand un parti quitte le pouvoir, il essaye souvent de faire passer un maximum de décisions politiques entre l'élection de novembre et le 20 janvier. C'est exactement ce qui s'est passé ici avec les recommandations nutritionnelles. Concrètement, l'administration Biden avait publié pour consultation publique, dans le registre fédéral, une nouvelle version des recommandations alimentaires. Et si personne ne s'y opposait, elles auraient pu être adoptées très tôt sous l'ère Kennedy-Trump. Ces recommandations sont assez controversées depuis longtemps, mais elles ont peu évolué. Il y a toujours les mêmes débats récurrents. Par exemple, faut-il bannir le sel? Ce genre de choses. Mais cette fois, l'équipe du nouveau secrétaire a très vite compris ce qui était en train de se jouer. Elle a sollicité des groupes comme l'Alliance médicale indépendante pour soumettre des commentaires publics. Ce qu'ils ont fait en envoyant des milliers de contributions alignées avec la vision de Kennedy. Résultat, cela va leur permettre de réécrire ces recommandations avec un vrai objectif de santé publique. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces recommandations alimentaires ne sont pas juste une infographie ou une pyramide. Elles ont des répercussions bien concrètes. Elles influencent par exemple la composition des repas scolaires et les critères de financement. Elles ont donc un impact direct sur les entreprises, sur les consommateurs et surtout sur l'éducation nutritionnelle qu'on donne à nos enfants dans les écoles publiques. Si on leur sert des plats trop sucrés ou pauvres sur le plan nutritionnel, c'est parce que les recommandations officielles le permettent. Le fait que l'équipe de Kennedy ait repéré cela si rapidement me donne beaucoup d'espoir. Ça prouve qu'ils savent exactement ce qu'ils font et surtout qu'ils veillent à vraiment mettre en œuvre l'agenda du secrétaire et du président. Maybe explain this to me like I'm 5, right? How would it even be conceivably possible that something as important as the dietary... Comment les recommandations nutritionnelles auraient-elles pu être entérinées sans que la nouvelle administration ne s'en rende compte? There's something about the processes here that I don't understand. Dans ce cas précis, il y a un comité consultatif qui est mis en place. On y réunit des représentants de l'industrie, des nutritionnistes, des médecins, des chercheurs, tous chargés de réfléchir à ce que devraient être les recommandations alimentaires. Ce processus avait en réalité déjà commencé il y a environ 1 an. À partir du dernier rapport en date, on propose quelques ajustements, on rédige une nouvelle version, puis on entame la phase de validation. Et comme il y a des obligations de transparence, cette version préliminaire est ensuite rendue publique, avec un message du type « Voilà notre projet de recommandation. Si vous pensez qu'on a oublié quelque chose ou mal évalué un point, dites-le nous. » Ce qui s'est passé à la toute fin de l'administration précédente, c'est qu'ils avaient déjà bouclé ce rapport et enclenché le processus d'approbation interne. Autrement dit, ils l'avaient envoyé au registre fédéral pour appel à commentaires, en précisant clairement qu'il s'agissait du texte qu'ils entendaient adopter, sauf preuve très solide pour justifier un changement. Et tout cela a été lancé juste avant l'arrivée de la nouvelle administration. Comme je le disais tout à l'heure, au premier jour d'un nouveau mandat, seuls 25 à 30 responsables politiques sont en poste, alors qu'il y en a normalement entre 180 et 200. Donc, quand vous prenez les rênes d'une agence de 1300 milliards de dollars, c'est très difficile de détecter toutes les mesures que l'équipe précédente essaye de faire passer en douce à la dernière minute. Sauf si vous savez exactement quoi chercher. Et là, tout dépend des fonctionnaires de carrière. Ce sont eux qui peuvent choisir de vous alerter ou pas sur les décisions en attente. C'est quelque chose qu'on voit à chaque transition de pouvoir. Ce n'est pas une question partisane. Mais dans ce cas précis, c'était un exemple particulièrement parlant. Si l'équipe du secrétaire n'avait pas été extrêmement attentive, elle se serait retrouvée à devoir démêler tout un plan de politique publique avec lequel elle n'était pas du tout en accord.
C'est justement la taille immense de cette agence qui rend les choses si complexes. Il y a tellement de sujets cruciaux à corriger qu'on est forcé de se poser la question par où commencer? Sur quoi faut-il concentrer les priorités? Et justement, nous sommes ici à la conférence de Alliance médicale indépendante à Atlanta, où vous venez tout juste d'être nommé conseiller. Qu'est-ce qui vous a amené à les rejoindre? L'un des constats que j'ai fait lors du premier mandat de Trump, c'est qu'il y avait très peu de voix extérieures capables de s'exprimer sur les questions de santé publique. Comme je l'ai déjà mentionné, le versant économique de la santé était bien couvert. On avait de nombreux think tanks, d'excellentes organisations qui s'en occupaient avec une approche conservatrice solide. Mais sur le terrain de la santé publique, c'était quasiment le désert. Dans mes fonctions à l'époque, je supervisais les comités consultatifs et commissions. Dès qu'il fallait trouver un professionnel de santé qui partageait la vision du secrétaire et du président sur la santé publique, ça devenait tout de suite compliqué. Soit ces personnes restaient dans l'ombre, parce que le monde universitaire n'est pas franchement accueillant pour les conservateurs, soit elles n'étaient tout simplement pas en accord avec nos orientations. Et quand il s'agissait d'aborder des sujets délicats comme le fentanyl ou le VIH, une question revenait toujours. Qui, en dehors de l'administration, peut défendre notre vision en matière de santé publique? Cette fois-ci, j'ai découvert qu'au sein de l'AMI, nous avions cette organisation qui disposait d'une force scientifique et médicale vraiment impressionnante pour porter ce genre de débat. En me rapprochant d'eux, un peu par hasard au départ, j'ai découvert une vision claire, celle d'une organisation capable de défendre une médecine intègre, fondée sur la vérité, sur des sujets allant des maladies chroniques au consentement éclairé, en passant par la restauration de la confiance dans le monde médical et un vrai changement culturel autour de la santé. Ils avaient déjà posé les bases. Plus de 50 experts affiliés couvrant un large éventail de spécialités, des chercheurs de haut niveau capables de relier la science de terrain aux politiques publiques. Et aujourd'hui, cette structure dispose d'une véritable infrastructure conçue à la fois pour mener des offensives stratégiques et pour défendre une administration qui va inévitablement se retrouver face à toutes les grandes forces corporatistes du système de santé. L'Association médicale américaine, les associations hospitalières, les grandes institutions de santé publique. Il existe déjà tout un écosystème d'organisations prêtes à défendre le statu quo. Ce qui nous a manqué lors du premier mandat, c'est une organisation capable de produire des données robustes pour appuyer les bonnes politiques et de s'opposer fermement aux mauvaises, y compris au niveau des États et des collectivités locales. Le secrétaire Kennedy a invité un groupe de dirigeants de l'industrie agroalimentaire au HHS. Est-ce que cela pourrait aussi se faire avec l'industrie pharmaceutique? Ici, à la conférence de l'AMI, on entend beaucoup de critiques envers Big Pharma. Oui, si je devais conseiller quelqu'un dans l'industrie pharmaceutique qui commence à s'inquiéter de l'impact que pourrait avoir le secrétaire Kennedy et l'administration sur ses profits, je lui dirais simplement « Apporter des solutions concrètes pour aider les Américains à retrouver leur santé. » C'est exactement ce qu'on commence à observer dans l'industrie alimentaire. Regardez Steak and Shake. Ils viennent de réintroduire la cuisson au suif de bœuf. Je crois qu'In-N-Out Burger a fait la même chose récemment. On voit que certains acteurs prennent les devants et selon ce que j'entends, ces changements sont bien accueillis. Bien sûr, il y a des intérêts économiques derrière ces choix, mais plus ils prennent la santé publique au sérieux, plus je perçois une vraie volonté d'adhérer à la vision du secrétaire Kennedy de manière proactive. Et le message est clair, si vous ne venez pas à nous, nous ferons tout de même advenir ces changements. Le secrétaire Kennedy et le président Trump ont déjà montré qu'ils ne vont pas attendre. Pour moi, c'est exactement la même dynamique avec Big Pharma. La vraie question, c'est comment cette industrie peut-elle évoluer et travailler avec une agence qu'elle a longtemps côtoyée dans un certain statu quo, alors que le nouveau secrétaire veut, lui, replacer la prévention des maladies chroniques au cœur de son action.
Il y aura forcément des points de convergence et d'autres non. Peut-être même qu'il existe des opportunités que ni l'administration ni les laboratoires n'ont encore identifiées. Mais le cœur du sujet reste le même. Comment aider les Américains à retrouver leur santé ? Comment proposer des solutions réelles à une administration qui veut des résultats concrets, pas juste soutenir des structures qui, jusqu'ici, ont contribué à faire stagner ou reculer l'espérance de vie dans ce pays. Expliquez-moi le concept de porte tournante. Il y a deux types de portes tournantes. Le premier concerne les fonctionnaires de carrière. Ils se forment dans une agence comme la FDA, puis quittent leur poste pour aller travailler. Justement pour l'entreprise qu'ils étaient censés réguler. Et là, à mes yeux, on est face à un problème évident de conflit d'intérêts. Le deuxième type, c'est celui qui touche les postes politiques. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il existe un processus de vérification éthique très strict pour les personnes nommées politiquement. Si vous venez du privé, vous devez en général vous récuser sur certains dossiers, parfois pendant 1 an, 2 ans, voire 5 ans, en fonction des enjeux financiers ou de la nature des sujets concernés. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qui se passe en fin de mandat, comme avec l'administration Biden. Tout le monde sait que le temps est compté, le 20 janvier à 11h59, le mandat est terminé. Et c'est là que les choses deviennent vraiment sensibles. Beaucoup de responsables politiques savent qu'ils vont devoir partir. Ils cherchent donc un nouveau poste. Tout en essayant de faire passer un maximum de décisions avant que la nouvelle équipe n'arrive, c'est dans cette période de transition que les pires formes de conflits d'intérêts liés à la porte tournante ont lieu. Quand on voit en toute fin de mandat un flot de décisions politiques sortir à la chaîne alors que tout le monde sait que les auteurs de ces décisions seront au chômage quelques jours plus tard. En résumé, on peut faire passer des politiques qui bénéficieront à son futur employeur. Exactement. Il existe bien des règles pour tenter d'éviter cela, mais elles sont très difficiles à faire appliquer de manière concrète. Quel rôle la crise Covid et tout ce qui l'a accompagné a-t-elle joué dans ce changement radical au sein du HHS ? Si vous regardez les sondages sur la confiance dans le gouvernement, que ce soit dès 2020 ou dans les 2-3 années qui ont suivi, la chute est spectaculaire. Le gouvernement a imposé des mesures radicales, souvent sans base scientifique solide, et cela a creusé un fossé énorme entre les institutions publiques et l'Américain moyen. J'ai souvent parlé d'arrogance bureaucratique. Au sein du HHS, vous avez des gens extrêmement brillants, bardés de diplômes, avec toutes les lettres de l'alphabet accrochées à leur nom, capables de parler de n'importe quel sujet avec aisance. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont mis à dire aux gens « tu dois faire ceci, tu n'as pas le choix », sans jamais avoir pris la peine d'établir un vrai lien humain. On s'est donc retrouvé avec une forme d'arrogance institutionnelle classique, combinée à une vision politique opportuniste, qui a vu dans cette crise une chance de remodeler l'économie de la santé, voire la société entière, à coups de mesures draconiennes. Le résultat ? Un niveau de méfiance sans précédent envers le gouvernement et la santé publique. Certes, il y a toujours eu un certain scepticisme à l'égard du système médical, surtout dans certaines communautés marquées par des scandales, comme l'affaire Tuskegee. Mais là, on a franchi une ligne. On a vu un appareil de santé publique rigide, autoritaire, qui n'a pas hésité à punir les citoyens, jusqu'à la Maison-Blanche elle-même, avec des messages du type « Un long hiver de mort attend les non-vaccinés ». Comment voulez-vous que les gens réagissent après 3 ou 4 ans de ce traitement ? Aujourd'hui, le secrétaire Kennedy a une occasion unique de canaliser cette colère pour redimensionner cette machine bureaucratique qui a maltraité tant d'Américains pendant la crise Covid. À mes yeux, sans le Covid, il n'y aurait tout simplement pas de secrétaire Kennedy aux commandes aujourd'hui. Que voulez-vous dire par redimensionner ? Dans cette réorganisation, la méthode, d'après ce que j'en sais, a été de ramener le HHS à un niveau antérieur. Pendant la crise Covid, les embauches avaient explosé et là,
ils ont réduit les effectifs pour revenir au niveau de 2019. Ils ont supprimé environ 10% des postes créés sous l'administration Biden et aussi un peu de ceux ajoutés sous Trump, en prenant 2019 comme point de référence. Pour moi, ça replace l'agence à un niveau plus équilibré, celui qu'elle avait juste après la mise en œuvre de l'Affordable Care Act, mais avant l'expansion massive du HHS qui a suivi cette réforme. Que peut accomplir concrètement et durablement le HHS en l'espace de 4 ans, dans l'éventualité où le balancier politique viendrait à repartir dans l'autre sens? La réorganisation est un bon point de départ. L'idée, c'est de changer la culture de gestion de l'agence pour qu'elle soit moins centrée sur la mécanique bureaucratique et davantage sur les résultats concrets en matière de santé. C'est une excellente première étape, mais ce n'est que le début, parce qu'ensuite, il faut se poser la vraie question. Comment, en tant qu'agence gouvernementale de santé, programme-t-on et dépense-t-on l'argent, concrètement? Parmi les prochaines étapes possibles, il y a par exemple la fusion entre l'agence du ministère qui s'occupe de santé mentale et celle qui gère les centres de santé locaux. Fusionner ces deux structures permettrait d'offrir des soins primaires plus accessibles dans les zones défavorisées, tout en intégrant la prise en charge de la santé mentale, ce que les prestataires classiques ne font pas ou très peu. C'est un petit exemple. On est en pleine crise de santé mentale aux États-Unis et aussi en pleine crise des addictions. Il paraît évident que le gouvernement fédéral devrait financer des programmes intégrés dans les communautés les plus touchées. Aujourd'hui, on a une subvention pour la santé mentale, une autre pour les soins primaires. Pourquoi ne pas tout regrouper? Il s'agit de pouvoir intervenir tôt, dès que quelqu'un commence à montrer des signes de troubles psychiques ou de dépendance. C'est à ce moment-là que c'est le plus efficace, pas 5 ou 10 ans plus tard. Alors non, bien sûr, tout ne sera pas réglé simplement en fusionnant ces agences. Mais quand on voit à quel point le gouvernement dépense des milliards avec des résultats de santé souvent médiocres, il fallait provoquer une rupture. Et ce genre de réforme, c'est justement l'occasion d'essayer quelque chose de différent. Quel est le plus grand risque d'échec? C'est une grande question. Quand on décide de réorganiser une agence, on passe de la théorie à la pratique et on vient bousculer une structure qui, jusque-là, fonctionnait en pilote automatique. Et à partir de là, il y a deux options. Soit on avait raison et on obtient de meilleurs résultats en santé grâce à une utilisation plus efficace, plus ciblée des ressources, soit on s'est trompé et le système a du mal à s'adapter au nouveau cadre. Mais franchement, si les résultats étaient déjà catastrophiques avant, même une erreur partielle vaut mieux que l'immobilisme. D'ailleurs, le secrétaire Kennedy l'a reconnu il y a quelques jours. Si besoin, certaines personnes seront réintégrées et certaines décisions seront ajustées. On est dans une logique de test, d'adaptation, presque une méthode scientifique appliquée à la gouvernance. Et c'est justement pour ça qu'il fallait une refonte. On avait des résultats de santé parmi les pires du monde développés avec des dépenses qui explosaient. Il fallait tenter autre chose. Est-ce que ce sera parfait et aura-t-on des résultats incroyablement différents en matière de santé? Peut-être pas. Mais si on n'essaye même pas, on sait déjà qu'on aurait continué à aller droit dans le mur. Il faut du courage politique pour secouer un système comme celui-là. C'est rare. Et rien que pour ça, cette tentative mérite d'être saluée, parce qu'on le voit bien, ce qu'on faisait jusqu'ici ne nous rendait pas plus en bonne santé. Historiquement, cela n'a jamais eu lieu. Pas à ce niveau-là, bien sûr. Il y a eu d'autres tentatives par le passé, et on commence à en voir quelques signes ici ou là. Ce qui est intéressant, c'est de revoir d'anciens extraits du sénateur Schumer, ou d'autres figures du Parti démocrate qui disaient tous vouloir réduire la taille du gouvernement. Le président Clinton en parlait, le président Obama aussi. Mais ceux qui l'ont vraiment fait, ce sont le président Trump et au ministère de la Santé, le secrétaire Kennedy. Sous l'administration Biden, on avait promis une grande réorganisation des CDC. Tout le monde s'accordait à dire que cette agence avait besoin d'une réforme en profondeur.
Mais est-ce que quelqu'un peut citer une seule réforme concrète des CDC mise en œuvre par l'équipe Biden? Personne. Et aujourd'hui, peu après l'arrivée de la nouvelle administration, on commence déjà à voir ce que signifie une réforme réelle, un vrai changement, porté par une gestion solide et un leadership déterminé dans un département aussi vaste que le HHS. I guess the other piece is there's a lot of resistance to the change, and I guess part of it Il y a is beaucoup de résistance au changement. Il y a toujours de nombreuses forces alignées pour défendre le statu quo. Mais y a-t-il quelque chose de plus profond que cela? the status quo? But is there something beyond that? Yeah. Oui, au bout du compte, il s'agit des intérêts économiques de nombreuses structures corporatistes, que ce soit l'enseignement supérieur qui, selon moi, mène des recherches qui n'auraient jamais dû être lancées. Quelque chose en particulier? Yeah, look at all of the Oui, il suffit de regarder toutes ces recherches étranges menées par le NIH sur le fameux programme diversité, équité, inclusion. Ce sont des études qui, franchement, n'aident en rien l'Américain moyen à vivre en meilleure santé. Bien sûr, quand on parle de bien public, il y a une vraie justification à financer certaines recherches ciblées. Mais si une part disproportionnée de l'argent va à des sous-groupes ultra restreints, pour des sujets qui n'auront aucun impact réel sur les résultats de santé publique, alors pourquoi continuons-nous à les financer? Le monde universitaire s'oppose fermement à ces changements parce qu'il dépend de ces subventions, même si dans bien des cas, elles n'ont produit que peu, voire aucun résultat concret. Et puis, il y a aussi tout ce qui tourne autour d'organisations comme l'Association médicale américaine. La plupart des gens ne savent pas que l'AMA joue un rôle central dans l'économie de la santé. C'est elle qui contrôle les codes CPT, ces fameux codes utilisés pour identifier les diagnostics et les actes médicaux dans le système de remboursement. L'AMA concède ces codes sous licence à l'Agence fédérale du département américain de la santé et des services sociaux. Mais tout le monde sait que c'est une organisation très militante, avec un agenda qui est à des années-lumière de celui de la nouvelle administration. Et pourtant, elle est profondément enracinée dans la structure même du HHS et dans l'économie de la santé en général. Alors, il faut s'attendre à ce qu'elle s'oppose frontalement à toute réforme, parce qu'elle défend avant tout son pouvoir et ses intérêts financiers. Mais de leur côté, ils vont répondre qu'ils se préoccupent simplement de la santé des Américains. Right? C'est tout à fait vrai, et c'est bien là que se situe le cœur du problème. Quand une organisation est entièrement construite autour de l'idée qu'il faut empêcher d'autres professionnels de santé d'exercer pleinement leurs compétences, comme le fait l'AMA, mais aussi beaucoup d'associations médicales d'État, en disant « c'est nous les vrais cliniciens, nous sommes les médecins ou les docteurs, et on n'aime pas que les infirmiers praticiens, les assistants médicaux, etc., puissent exercer selon leur formation. » Eh bien, ça finit par sérieusement entamer votre crédibilité quand vous affirmez que votre modèle est celui qui conviendrait le mieux à l'Amérique. Parce qu'en réalité, vous limitez sciemment l'accès aux soins en empêchant d'autres professionnels de faire leur travail à la hauteur de leurs compétences. Vous avez mentionné l'enseignement supérieur et certaines organisations médicales. D'où vient encore la résistance? Elle vient de partout, cette opposition, de l'ensemble de l'industrie de la santé, mais aussi du secteur agroalimentaire. Il y a quelques jours à peine, on a vu l'American Beverage Association payer des influenceurs conservateurs pour qu'ils fassent la promotion de produits mauvais pour la santé des enfants américains. On voit ces groupes essayer de s'infiltrer dans les cercles conservateurs pour orienter certains discours. Et chaque fois que vous changez quelque chose au sein du HHS, vous touchez directement au profit de certains acteurs, comme les gestionnaires de prestations pharmaceutiques, ces intermédiaires opaques qui décident en coulisses comment les Américains accèdent à leurs médicaments aujourd'hui. Ça aussi, ça va devenir un énorme dossier. Donc oui, on va voir débarquer beaucoup de forces, avec énormément d'argent en jeu, qui vont tout faire pour freiner l'impact du secrétaire Kennedy. Quelle est la stratégie pour faire face à cela?
La stratégie repose vraiment sur un mouvement, MAHA et MAGA, qui ne doit surtout pas baisser la garde maintenant que la victoire électorale est acquise. Historiquement, l'électorat américain se mobilise, remporte une bataille politique comme celle de l'élection du président Trump, puis se mobilise pendant 18 mois. Il ne se réactive qu'à l'approche des élections de mi-mandat ou du prochain cycle présidentiel. Mais là, on n'a pas encore gagné, on est à peine au début. En face, ce sont des forces industrielles avec des moyens presque illimités. Elles feront tout pour protéger leurs intérêts financiers et bloquer les bonnes idées en matière de santé que portent le secrétaire Kennedy et le président Trump. Dans ce contexte, on a besoin que toutes les maires engagées, des zones rurales jusqu'à Santa Barbara, qui partagent les idées du mouvement MAHA, restent mobilisées pour demander des comptes au gouvernement, quel qu'il soit. L'exemple le plus clair, c'est ce que l'AMI a réussi à faire au moment crucial de la confirmation de Bobby Kennedy. On l'a échappé belle, il a fallu faire pression dans des États, notamment auprès du sénateur Cassidy en Louisiane, pour faire passer le message « Les citoyens veulent que ça change, un vrai changement dans notre système de santé avec de meilleurs résultats pour eux, leurs enfants et leurs proches. » Et maintenant, c'est quoi la suite pour l'AMI? L'AMI est aujourd'hui dans une position idéale pour aborder un grand nombre de sujets. Elle avance avec une stratégie en 4 piliers. La prévention des maladies chroniques, la restauration de la confiance dans la médecine, le renforcement des professionnels de santé et le changement de la culture de la santé. Chacun de ces piliers sera accompagné d'un plan d'action concret, basé sur des propositions solides, nourries par l'expertise scientifique et clinique que l'AMI a su rassembler ces dernières années. On va jouer à l'offensive en proposant des politiques ambitieuses, mais aussi à la défensive pour soutenir l'administration quand elle fera face aux géants de l'industrie qui vont dépenser des sommes colossales pour l'empêcher de réussir. Et s'ils prennent une mauvaise direction? Avec une organisation non partisane, on garde toujours la possibilité de demander des comptes à tout le monde, peu importe qui est aux commandes. Il y aura forcément des désaccords sur certains sujets, c'est normal. En politique étrangère, on parle souvent de soft power. Mais dans ce mouvement, qui s'engage vraiment sur les questions de santé, il est temps de passer à une forme de hard power. Dire clairement et fermement, on n'est pas d'accord avec ce que vous essayez de faire ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir de meilleurs résultats? Parce qu'on parle ici d'un mouvement de citoyens profondément investis. Donc oui, l'AMI soutient beaucoup de ce que font le secrétaire Kennedy et le président Trump. Mais elle a aussi la légitimité et la liberté d'ouvrir le dialogue s'il devait y avoir des désaccords à l'avenir. Il y a énormément d'idées, de points de vue différents et les réformes engagées sont déjà très nombreuses, même en seulement 60 jours. Alors forcément, beaucoup de gens ici se posent des questions. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ne font pas plutôt ceci? Pourquoi ça se passe comme ça? Personne n'est mieux placé que le secrétaire Kennedy pour faire avancer cet agenda. Mais il faut aussi savoir faire preuve d'un peu de patience, surtout quand les choses ne vont pas aussi vite qu'on l'espérait. Je le dis en connaissance de cause parce que j'ai été de l'autre côté, à l'intérieur du système, et je sais à quel point il y a des forces puissantes qui résistent dès qu'on veut engager des réformes profondes, inédites, qui pourraient créer de vrais précédents. Je comprends que beaucoup d'Américains aient ce réflexe, on a gagné, alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore tout obtenu? Mais ce que le secrétaire Kennedy et son équipe sont en train de faire, c'est bien plus que de simples ajustements. Ils posent les bases d'un changement de fond, d'une transformation durable, pas seulement pour les États-Unis, mais aussi à l'échelle mondiale. Un dernier mot pour conclure notre entretien aujourd'hui? Je veux vraiment saluer le président Trump et le secrétaire Kennedy pour avoir eu le courage de faire ce qui devait être fait. Bousculer une organisation et un système qui, pendant des années, ont produit de mauvais résultats en matière de santé publique.
Peu importe où cela nous mènera exactement, je suis impatient de voir tout ce que ce processus va nous apprendre pour améliorer concrètement la vie des Américains ordinaires. Et personnellement, je pense qu'on est sur la voie d'un vrai succès. Mais même face à l'incertitude, je préfère 1000 fois des dirigeants qui osent prendre des décisions audacieuses plutôt que de suivre un cours conduisant à une dégradation de notre santé collective. David Mansdorfer, c'était un vrai plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cet épisode d'American Thought Leaders en compagnie de David Mansdorfer.